Je suis Olivier Renders, conseiller en orientation et conseiller en mobilité internationale au CIO. Et nous aurons l'occasion, avec Nicolas Dardenne, mon collègue que vous allez découvrir dans quelques instants, de co-animer ensemble cet atelier. Et nous en sommes ravis. Alors, deux, trois mots sur le CIO. Le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation de l'UC Louvain. On a la particularité d'accompagner les questions de choix d'études, de choix professionnels, depuis la fin du secondaire et jusque l'entrée sur le marché du travail et même au-delà. Euh, donc le CIO propose différents types d'interventions. Nous organisons des séances d'information collective où nous faisons venir des partenaires extérieurs, des ateliers comme celui d'aujourd'hui par exemple, ou encore des entretiens individuels que vous pouvez solliciter. Et à côté de cela, nous avons aussi un large centre documentaire dont vous pouvez profiter. On est situé, le CIO, tout près de la Grand Place, à côté des Chocolats Galères pour ceux qui connaîtraient. On a aussi sur notre site internet beaucoup de fiches conseils qui peuvent vous faire gagner pas mal de temps dans vos recherches d'informations concernant la construction de votre projet à l'international. Donc voilà un peu pour les présentations et le CIO. Alors en ce qui vous concerne, mais par expérience, on sait que vous êtes à des degrés différents de votre formation. Pour certains, certains ont déjà goûté à l'international entre le secondaire et le supérieur et cherchent à renouveler l'expérience, je dirais. D'autres ont déjà eu un séjour type programme d'échange Erasmus et ne rêvent que de repartir. Pour d'autres, ce sera encore une première expérience internationale et ils se disent peut-être, ben voilà, c'est une occasion de ne pas louper pour mettre un peu sur mon CV. Alors, certains d'entre vous sont en bachelier, d'autres en master. On est bien conscient de ça et on va essayer vraiment de s'adapter à tous ces publics-là et de pouvoir répondre à ces différents publics. On a organisé ça en 6 grandes formules que vous voyez affichées ici. Et ces 6 grandes formules, évidemment, sont perméables, hein, on peut très bien, ou hybrides, je dirais, on peut très bien combiner l'une ou l'autre formule ensemble. Il y a des choses qui sont tout à fait plausibles. Par exemple, la formule immersion linguistique est évidemment tout à fait combinable avec un volontariat ou même un stage éventuellement. Donc, ce ne sont pas des formules euh, complètement imperméables et indépendantes les unes des autres, et vous verrez qu'il y a la possibilité de jongler un petit peu avec ces différentes formules. Mais toujours est-il que aborder les choses sous cet angle de ces 6 formules permet quand même de faciliter l'information. Et je vais vous proposer, pendant les minutes qui viennent, nous allons vous proposer, Nicolas et moi, de vous présenter brièvement ces 6 formules. En ce qui concerne la formule formation complémentaire, on va commencer par celle-là. Une des premières questions à se poser, parce que je pense qu'on est naturellement tourné vers le monde de la formation, hein, depuis tout petit, depuis la maternelle, on est à l'école primaire, secondaire, enseignement supérieur, parfois on aura envie de ne jamais s'arrêter, mais il faut quand même se poser la question réellement, est-ce que j'ai réellement encore envie d'apprendre quelque chose, hein? Est-ce que j'ai encore envie d'acquérir des compétences? Si la réponse est oui, à ce moment-là, la formule formation complémentaire pourra avoir tout son sens. Et en fait, quand on dit formation complémentaire, elle pourrait prendre en fait des formes assez différentes. Souvent, on insiste sur le fait qu'une formation pourrait être beaucoup plus spécialisée dans un domaine de spécialisation qui est déjà le vôtre, hein, et notamment dans des terrains et terrains de spécialisation que vous ne trouvez peut-être pas forcément de manière aussi approfondie en Belgique. Et l'autre possibilité, c'est justement de la diversifier, de se dire, tiens, mais à partir de mon domaine d'expertise, ben, je souhaiterais le compléter par un autre domaine dans lequel je ne suis pas encore initié. Alors, c'est souvent le cas d'ingénieurs qui vont chercher un complément en gestion, par exemple, de juristes qui vont chercher un complément en communication, etc., etc. Enfin, tous les scénarios sont envisageables. Mais donc, se poser la question, est-ce que j'ai réellement encore envie d'acquérir des savoirs? Est-ce que je souhaite plutôt me spécialiser dans mon domaine ou éventuellement jouer la complémentarité. Alors, l'international peut offrir évidemment différents atouts dans ce domaine. Je le disais parce que
ça vous offre un éventail de possibilités qui n'existent pas en Belgique. Et donc, c'est vrai que si je prends un exemple de spécialisation dans le domaine de la biologie marine, on sait que la Belgique n'est pas le pays qui offre le plus de formations complémentaires et pour cause dans ce domaine. Si vous tournez vers des pays qui ont des kilomètres de côte, comme déjà la France, ou évidemment a fortiori les États-Unis, l'Australie, ce genre de choses, vous allez trouver énormément une offre bien plus complète de formation dans ces domaines. Donc ça peut être intéressant de travailler en termes de particularités ou domaines d'expertise de chacun des pays. Ça pourrait être une chose. Deux, évidemment, ça vous permet d'avoir évidemment un vocabulaire scientifique dans votre domaine, dans une langue étrangère qui pourrait être certainement un atout. Et puis de créer un réseau de connaissances, de vous créer un réseau de connaissances dans votre discipline qui sera évidemment pertinent pour la suite de votre carrière par la suite. Alors, il existe différents types de formations complémentaires, hein. On pense toujours à un second master parce que c'est un petit peu le modèle qui prévaut chez nous. Alors, il faut savoir que oui, le master en 1 an, en 2 ans, est une possibilité assez classique, mais on va vite comprendre aussi que les systèmes éducatifs ne sont quand même pas exactement les mêmes entre la Belgique et l'étranger. Et donc, un master à l'étranger pourrait avoir des conditions d'admission un peu plus spécifiques que chez nous, et en tout cas des procédures d'admission parfois un peu plus complexes aussi. Donc il faudra évidemment s'attaquer à comprendre le système éducatif des pays ou du pays vers lesquels vous allez vous rendre pour pouvoir appréhender un peu mieux cette réalité. Mais à côté de ces masters, il existe aussi des formations parfois un peu moins diplômantes, hein, ce qu'on appelle des certificates ou des postgraduate diplômes, qui pourraient être des alternatives tout à fait intéressantes. Pointons aussi évidemment à la possibilité de faire un doctorat à l'étranger, hein, qui passera certainement le doctorat par un contact avec des professeurs, des académiques, euh, mais aussi des formules plus légères, par exemple des universités d'été, dont on parle peu et qui serait peut-être une très bonne manière finalement de s'acclimater pour des gens qui n'ont jamais fait de séjour à l'international, s'acclimater à l'étranger par des séjours courts de quelques semaines, voire un mois ou deux, pour se mettre un petit peu dans le bain de l'apprentissage à l'international. Alors, différents points d'attention à avoir. Le milieu de la formation complémentaire, quand on s'y intéresse sur le plan international, fait vite apparaître qu'en Belgique, on a une grande chance, c'est-à-dire un rapport coût-qualité qui est excellent. Euh, et donc, dès qu'on se renseigne un peu sur les formations complémentaires à l'étranger, on voit que les coûts de ces formations sont relativement élevés et il sera compliqué de partir sans avoir de financement ou de bourse de finançabilité. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir anticiper les choses et un séjour de formation complémentaire à l'étranger se prépare de 6 mois pour l'Europe à un an et demi pour des destinations hors Europe, pour des questions d'admission au programme et pour des questions de financement. Donc, attention au délai. Un séjour de formation complémentaire se prépare longtemps à l'avance. Alors, deux, trois choses sur lesquelles je voudrais revenir, et donc c'est un petit peu des étapes auxquelles il faut penser. Si je veux faire une formation complémentaire à l'étranger, un, m'informer sur le système éducatif du pays et faire une recherche de programme qui ne se limitera pas à un seul programme, mais plutôt à 3 ou 4 programmes. On peut aller jusque même 6 programmes différents pour postuler dans ces programmes et être sûr d'avoir au moins une acceptation. Je l'ai dit, la recherche d'un financement devra s'y prendre tôt et vous allez voir qu'il y a plusieurs sources de financement possibles, des pouvoirs publics, des fondations philanthropiques, des universités d'accueil parfois. La préparation en langue est une troisième étape qui est importante et certaines universités vont vous exiger de vous la maîtrise de ces langues, soit la langue locale, soit l'anglais par défaut. Et puis vous avez aussi une quatrième étape qui sont les questions un petit peu plus administratives liées aux assurances, la santé, le logement, les visas évidemment. Et donc ces 4 grandes étapes sont à prendre en considération
dans la recherche de formations complémentaires. Voilà, je vais m'en tenir à ceci et puis on aura l'occasion évidemment de poser des questions pour aller plus loin tout à l'heure dans les échanges de groupe. Voilà, alors en ce qui concerne la formule formation complémentaire, on va commencer par celle-là. Une des premières questions à se poser, parce que je pense qu'on est naturellement tourné vers le monde de la formation, hein, depuis tout petit, depuis la maternelle, on est à l'école primaire, secondaire, enseignement supérieur, parfois on aura envie de ne jamais s'arrêter, mais il faut quand même se poser la question réellement, est-ce que j'ai réellement encore envie d'apprendre quelque chose, hein? Est-ce que j'ai encore envie d'acquérir des compétences? Si la réponse est oui, à ce moment-là, la formule formation complémentaire pourra avoir tout son sens. Et en fait, quand on dit formation complémentaire, elle pourrait prendre en fait des formes assez différentes. Souvent, on insiste sur le fait qu'une formation pourrait être beaucoup plus spécialisée dans un domaine de spécialisation qui est déjà le vôtre, hein, et notamment dans des terrains et terrains de spécialisation que vous ne trouvez peut-être pas forcément de manière aussi approfondie en Belgique. Et l'autre possibilité, c'est justement de la diversifier, de se dire, tiens, mais à partir de mon domaine d'expertise, ben, je souhaiterais le compléter par un autre domaine dans lequel je ne suis pas encore initié. Alors, c'est souvent le cas d'ingénieurs qui vont chercher un complément en gestion, par exemple, de juristes qui vont chercher un complément en communication, etc., etc. Enfin, tous les scénarios sont envisageables. Mais donc, se poser la question, est-ce que j'ai réellement encore envie d'acquérir des savoirs? Est-ce que je souhaite plutôt me spécialiser dans mon domaine ou éventuellement jouer la complémentarité. Alors, l'international peut offrir évidemment différents atouts dans ce domaine. Je le disais parce que ça vous offre un éventail de possibilités qui n'existent pas en Belgique. Et donc, c'est vrai que si je prends un exemple de spécialisation dans le domaine de la biologie marine, ben, on sait que la Belgique n'est pas le pays qui offre le plus de formations complémentaires et pour cause dans ce domaine. Si vous tournez vers des pays qui ont des kilomètres de côte, comme déjà la France, ou évidemment a fortiori les États-Unis, l'Australie, ce genre de choses, ben, vous allez trouver énormément une offre bien plus complète de formation dans ces domaines. Donc ça peut être intéressant de travailler en termes de particularités ou domaines d'expertise de chacun des pays. Ça pourrait être une chose. Deux, évidemment, ça vous permet d'avoir évidemment un vocabulaire scientifique dans votre domaine, dans une langue étrangère qui pourrait être certainement un atout. Et puis de créer un réseau de connaissances, de vous créer un réseau de connaissances dans votre discipline qui sera évidemment pertinent pour la suite de votre carrière par la suite. Alors, il existe différents types de formations complémentaires, hein. On pense toujours à un second master parce que c'est un petit peu le modèle qui prévaut chez nous. Alors, il faut savoir que oui, le master en un an, en 2 ans, est une possibilité assez classique, mais on va vite comprendre aussi que les systèmes éducatifs ne sont quand même pas exactement les mêmes entre la Belgique et l'étranger. Et donc, un master à l'étranger pourrait avoir des conditions d'admission un peu plus spécifiques que chez nous, et en tout cas des procédures d'admission parfois un peu plus complexes aussi. Donc il faudra évidemment s'attaquer à comprendre le système éducatif des pays ou du pays vers lequel vous allez vous rendre pour pouvoir appréhender un peu mieux cette réalité. Mais à côté de ces masters, il existe aussi des formations parfois un peu moins diplômantes, hein, ce qu'on appelle des certificates ou des postgraduate diplômes, qui pourraient être des alternatives tout à fait intéressantes. Pointons aussi évidemment à la possibilité de faire un doctorat à l'étranger, hein, qui passera certainement le doctorat par un contact avec des professeurs, des académiques, euh, mais aussi des formules plus légères, par exemple des universités d'été, dont on parle peu et qui serait peut-être une très bonne manière finalement de s'acclimater pour des gens qui n'ont jamais fait de séjour à l'international, s'acclimater à l'étranger par des séjours courts de quelques semaines, voire un mois ou deux, pour se mettre un petit peu dans le bain de l'apprentissage à l'international. Alors, différents points d'attention à avoir. Le milieu de la formation complémentaire, quand on s'y intéresse sur le plan international, ben, fait vite apparaître qu'en Belgique, on a une grande chance, c'est-à-dire un rapport coût-qualité qui est excellent. Euh,
Et donc, dès qu'on se renseigne un peu sur les formations complémentaires à l'étranger, on voit que les coûts de ces formations sont relativement élevés et il sera compliqué de partir sans avoir de financement ou de bourse de finançabilité. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir anticiper les choses et un séjour de formation complémentaire à l'étranger se prépare de 6 mois pour l'Europe à un an et demi pour des destinations hors Europe, pour des questions d'admission au programme et pour des questions de financement. Donc, attention au délai. Un séjour de formation complémentaire se prépare longtemps à l'avance. Alors, deux, trois choses sur lesquelles je voudrais revenir, et donc c'est un petit peu des étapes auxquelles il faut penser. Si je veux faire une formation complémentaire à l'étranger, un, m'informer sur le système éducatif du pays et faire une recherche de programme qui ne se limitera pas à un seul programme, mais plutôt à trois ou quatre programmes. On peut aller jusque même 6 programmes différents pour postuler dans ces programmes et être sûr d'avoir au moins une acceptation. Je l'ai dit, la recherche d'un financement devra s'y prendre tôt et vous allez voir qu'il y a plusieurs sources de financement possibles, des pouvoirs publics, des fondations philanthropiques, des universités d'accueil parfois. La préparation en langue est une troisième étape qui est importante et certaines universités vont exiger de vous la maîtrise de ces langues, soit la langue locale, soit l'anglais par défaut. Et puis vous avez aussi une quatrième étape qui sont les questions un petit peu plus administratives liées aux assurances, la santé, le logement, les visas évidemment. Et donc ces quatre grandes étapes sont à prendre en considération dans la recherche de formation complémentaire. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, mais également en mobilité internationale pour le Centre d'information et d'orientation de l'université. Et je vais vous présenter tout de suite une autre formule, axée plutôt monde professionnel, c'est la formule stage. Stage à l'étranger. Alors, des éléments de contexte, je parle plutôt du stage post-cursus, donc tout ce qui va être lié à Erasmus est vraiment en relation avec votre programme ou avec votre faculté. Donc, vous pouvez solliciter évidemment des stages et des financements également conventions via la faculté durant votre bachelier, votre master ou votre doctorat. Vous pouvez aussi reporter ce qui n'aurait pas été utilisé après le master pour des formules de stage. Donc, durant votre master, dire voilà, moi j'ai pas utilisé tous les stages, toute la période entre guillemets Erasmus, et j'aimerais reporter une partie une fois que je suis diplômé. Donc ça c'est tout à fait faisable, mais c'est aussi une demande à faire directement à la faculté. Au-delà de ça, il y a d'autres sources évidemment, sponsors qui peuvent vous aider à partir à l'étranger. Parfois ils ont même des durées ou des financements plus intéressants que l'Erasmus. Donc c'est vraiment à comparer. Là, on est face à des structures qui, une fois diplômées, vous pouvez les solliciter pour partir à l'étranger en stage. Je pense par exemple au Forem, Actiris, Bureau international de la jeunesse ou encore la WEX. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui peuvent financer, accompagner dans les démarches administratives ou démarches de conseil. Donc convention de stage également, et parfois vraiment aider aussi à la recherche. Ils peuvent avoir des contacts des opérateurs sur place pour vous aider. Mais ça c'est pas systématique en tout cas, comme type d'aide. Dans tous les cas, c'est vraiment une réflexion pour vous-même. Si vous faites un stage à l'étranger, quels en sont les objectifs? Quel serait l'idéal? Tant qu'à le faire peut-être une fois dans sa vie, quel serait l'idéal? Et avec qui vous auriez envie de le faire? C'est-à-dire quel type d'entreprise? Pour quel rôle dans l'entreprise? Quelle fonction? Quel type de projet ou de thématique? Tout ça qui est un peu à définir dans votre démarche. Au niveau timing, c'est assez flexible puisque souvent dans un stage, voilà, on travaille avec une entreprise qui est demandeuse d'un temps assez court. C'est-à-dire, il ne va pas vous attendre des années. Donc, pas s'y prendre nécessairement un an à l'avance, loin de là. Ça peut être très court parfois comme timing, tout comme la durée du stage peut être assez variable. Souvent, c'est 3 mois au minimum, à plus. Il y a une limite aussi à mettre. Des stages qui seraient au-delà de 6 mois, est-ce que ça a un intérêt? En tout cas, sous cette formule stage, peut envisager dans ce cas-là, au-delà de 6 mois, un travail directement, un contrat à durée déterminée, par exemple. D'autres points d'attention pourraient être les langues.
Est-ce que vous avez en tout cas les connaissances suffisantes pour exercer dans ce stage, donc pour prendre votre rôle? Si vous êtes en relation avec des clients, c'est pas le même niveau que d'être en relation avec des collègues. On va pas vous demander le même niveau d'exigence. Mais dans tous les cas, c'est à discuter, à négocier aussi avec le lieu de stage. Et eux savent que vous êtes là aussi pour améliorer ces compétences-là. Voilà. D'autres éléments de diplôme, c'est pas nécessairement un frein, donc il n'y a a priori pas d'équivalence à faire puisque vous êtes stagiaire, donc il n'y a pas un contrat de travail qui implique pour exercer une fonction d'avoir une équivalence dans certains domaines uniquement. Ici, on n'est pas dans ces démarches-là. Donc les démarches administratives se veulent plutôt assez light et assez faciles à mettre en place. Donc ça peut être un bon tremplin vers un objectif, pourquoi pas professionnel par la suite. Les opérateurs d'aujourd'hui vont peut-être pas vraiment mettre le focus là-dessus, quoique certains pourraient tout à fait intervenir durant le cursus, mais ça peut être aussi les stages post-cursus ou entre des niveaux d'études, donc entre votre bac par exemple et le master, si vous faisiez des zones un peu comme ça de transition, un peu tampon. Là, l'idée, c'est vraiment d'acquérir une première expérience ou d'autres expériences professionnelles. On est sur des formules de 3 mois à 6 mois, avec des bourses et des financements. Mais c'est de se tester sur le marché du travail, se tester dans des métiers qui peuvent vous intéresser, à l'étranger directement. Donc voilà, ça peut être complémentaire du cursus, intégré pourquoi pas au cursus. Là, ce sera à voir avec les opérateurs présents. En tous les cas, vos facultés restent des interlocuteurs par rapport au programme Erasmus+. Alors, j'ai parlé du volontariat. Et donc, le volontariat, c'est une formule qui est intéressante parce qu'elle peut constituer parfois une transition entre le temps des études et le temps de la vie professionnelle. C'est un moment dans lequel on peut aussi rencontrer ses valeurs, je dirais, de solidarité, de citoyenneté, donner de son temps à d'autres, mais tout en réfléchissant à son ou ses projets professionnels futurs. Et évidemment, en ayant la possibilité d'acquérir des compétences complémentaires qui ne seront pas de type professionnel, mais qui s'en rapprochent quand même sérieusement. Et pour certaines personnes qui voudraient travailler dans le milieu associatif, le milieu socioculturel, le milieu des ONG notamment, ce sont des belles expériences et il en existe de courte durée, ou que vous pourriez déjà faire d'ailleurs pendant une période de vacances, comme des volontariats de plus long terme. En général, on va trouver plutôt des périodes de 3 à 6 mois. Mais on a notamment ici dernièrement un projet européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité qui propose des projets de volontariat qui vont aller jusqu'à 1 an. On a des formules aussi de volontariat qui sont très débridées, où là ce sont des plateformes en ligne qui proposent des formules de volontariat. Là, il faut être un peu plus prudent à vérifier le sérieux de ces projets. Et je pense que ça sera le maître mot pour le volontariat, c'est de voir un petit peu, tiens, qui finance quoi, quelle est la durée de ce volontariat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner, me former, et qui paye quoi aussi. Je pense que ça serait important de pouvoir le vérifier. Alors, le travail, vous n'allez peut-être pas trouver un financement, puisque le travail, en général, on le finance soi-même de par un salaire ou parce qu'on crée une activité. Maintenant, il y a des opérateurs qui peuvent vous amener, si on pense à la recherche, à peut-être obtenir des financements pour débuter ces projets-là, pour les continuer. Et ça pourrait être sous forme de recherche, mais avec une appellation plutôt contrat de travail. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable aujourd'hui. Mais on ne va pas toujours parler de financement de la même façon. Le travail à l'étranger, il peut être tout à fait envisagé comme en Belgique, avec des contrats assez similaires ou qui vont ressembler. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder par rapport à ça, mais il y a des démarches parfois plus longues, un peu plus grosses que les formules de stage, de volontariat, puisque le travail nécessite de se mettre d'accord avec un employeur qui va vous faire venir et qui, dans certains cas, va réaliser des démarches administratives pour vous, notamment de permis de travail. Donc, aller travailler en dehors de l'Union européenne, par exemple, on a besoin d'autorisation, mais ces permis, on ne les obtient pas vraiment comme on veut. On les obtient quand un employeur vous fait confiance, quand un employeur est prêt à vous engager. Alors, je parle de l'immersion linguistique, qui est probablement maintenant la formule la plus hybride des 6, puisque forcément, quand on va faire une formation complémentaire, un stage, on est forcément dans une forme d'immersion linguistique, mais
certains pourraient en faire leur objectif principal, c'est-à-dire vraiment l'amélioration de compétences linguistiques. Et pour autant, on n'est pas obligé de faire un stage ou une formation complémentaire. On pourrait très bien se dire, tiens, je suis des cours de langue ou je fais une immersion sous la forme d'un volontariat, c'est d'autant plus hybride, voire même en formule sac à dos. C'est clair que vous avez énormément de possibilités qui existent là. Alors, sur le marché de l'immersion linguistique, existent de nombreux opérateurs et des opérateurs privés. Et vous savez comme moi que ces opérateurs ne sont pas gratuits, hein, mais vous devez savoir qu'il y a des formules d'immersion linguistique qui, pour vous qui êtes en cours de diplôme ou étudiant, sont vraiment très, très intéressantes. Alors, si vous êtes intéressé par des séjours comme celui-là, le BIJ, le Bureau international jeunesse, qui est un des partenaires du jour, ou même WBI, peut vraiment vous offrir des possibilités très intéressantes. Le Forum aussi, Actiris, qui ont des formules d'immersion linguistique où non seulement, quelque part, vous ne payez rien comme droit d'inscription, mais on vous donne aussi des financements et des bourses. Donc, je pense que là, il y a vraiment une méconnaissance de toute une série de programmes réellement intéressants. Il faudra évidemment, si vous avez vraiment l'objectif de suivre des cours de langue, les cours ne sont jamais gratuits. Donc des cours, il y a toujours évidemment une rémunération et qui reste relativement conséquente. Mais il y a des opérateurs qui peuvent permettre quand même d'avoir des tarifs plus intéressants que d'autres, et donc il y aura certainement à faire son marché en la matière. Voilà. Alors, dernière formule, la formule sac à dos, qui est plutôt la formule je pars à l'aventure, je prends peut-être un moment de recul, mais en même temps, je vais aussi repérer, tester des choses qui peuvent faire partie de mes projets futurs, projets professionnels et autres. Soit sans financement et j'y vais au petit, à la construction par étape, enfin, dire en fonction de mes avancées, il y a une grosse part peut-être d'incertitude, ça fait parfois un peu partie de ce jeu-là. Et en même temps, on peut débuter cette aventure par une formule stage, une formule immersion langue. Donc tout ça pourrait se vouloir un peu hybride, ça dépend les objectifs de la formule sac à dos. Maintenant, elle est quand même à imaginer et à préparer un temps soit peu. Sinon, c'est risqué d'y perdre du temps quand même et de se rendre compte qu'il y avait des choses où vous auriez pu préparer, gagner du temps, voyager de pays en pays comme ça demande des formalités. Aujourd'hui, peut-être encore plus avec ces règles un peu incertaines qui changent presque au jour le jour. Donc voilà, ça demande un temps soit peu d'organisation et d'anticipation, malgré que ce soit aventure. Dans tous les cas, ces formules, les maîtriser à 100%, vous ne partirez jamais. Il y a toujours une part d'incertitude. Mais celle qui se veut la plus incertaine, a priori, c'est la dernière, la sac à dos. Voilà, donc 6 formules et c'est une manière évidemment de vous les présenter, hein, vous l'avez bien compris. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas une meilleure formule dans l'absolu. C'est à vous vraiment d'essayer de définir quels sont vos objectifs, hein. Et on a envie aussi de vous dire, la formule idéale n'existe pas, hein. C'est vrai que souvent, ben, vous formulez vos projets, vous dites, tiens, je voudrais partir pour 4 mois dans tel pays, avec tel genre de volontariat. Parfois, il faut saisir les opportunités et se dire, OK, ce n'est pas exactement ce que je recherchais, mais ici, on m'offre une belle opportunité dans un pays qui n'était peut-être pas celui auquel je pensais, mais ça sera un point de départ. Et vous verrez que l'international enchaîne et permet souvent d'arriver à un second séjour ou à une autre opportunité, une autre possibilité, hein. J'en veux pour preuve que ceux qui sont partis en séjour d'échange, en général, une bonne partie en tout cas, cherchent à repartir ou à compléter leur formation dans ce sens-là. Donc, la bonne option, c'est celle qui correspond évidemment le plus à vos objectifs, mais encore faut-il les déterminer, ces objectifs, et les avoir précisés. Et je pense que c'est vraiment un point qui est extrêmement important et sur lequel, avec Nicolas, on voudrait vraiment insister, c'est ne pas avoir ni trop d'objectifs, ni trop peu, ou en tout cas des objectifs trop flous. Alors, sur quoi est-ce que vous pouvez évidemment vous baser pour déterminer ces objectifs? Ben, un petit peu faire un bilan personnel de vos savoirs actuels, ce que vous visez en termes de savoir potentiel dans le futur, vos expériences actuelles, est-ce que vous les jugez
suffisante ou pas, hein. Souvent, le stage professionnel est une manière, et on sait combien les universitaires recherchent un côté expérientiel en plus. Le côté aussi de vos valeurs qui pourraient rentrer en ligne de compte pour choisir un type de séjour. Donc c'est certainement intéressant de vous questionner sur vos savoirs, vos expériences, vos valeurs pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion sur vos objectifs. Réfléchir aussi sur le marché du travail, les fonctions qui vous y attendent plus tard, les domaines, donc c'est-à-dire les grands secteurs professionnels dans lesquels vous avez envie d'évoluer. Est-ce que vous le savez déjà ou pas? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une réflexion aussi qu'il faut mener en parallèle, de se dire, mais tiens, ce projet international que je nourris, comment est-ce qu'il va s'articuler avec mes projets professionnels futurs? Et finalement, quelle place est-ce que moi j'ai envie d'occuper dans la société? Alors on sait bien qu'on ne reste pas 40 ans ou 50 ans dans la même place, mais ce sera un premier projet ou des premiers projets. Ça ne vous dispense pas pour autant de réfléchir au genre de fonction, au genre de secteur qui pourrait être intéressant. Et à partir de ces éléments-là, je crois qu'on peut commencer tout doucement à formuler un ou des projets professionnels parce que je pense, et on en est convaincu avec Nicolas, qu'on n'est pas fait pour une seule chose dans la vie. J'en suis bien convaincu. Alors, vous voyez que dans la conversation, des personnes demandaient est-ce qu'on pourrait avoir le PowerPoint. Ce qui va être dit là maintenant est enregistré déjà, donc on est enregistré, Olivier et moi, donc la vidéo sera rediffusée sur le portail par la suite, tout comme le PowerPoint. Donc ce sera accessible en ligne de manière permanente après l'événement. Alors, avec quel programme, quel organisme partir? C'est un peu le but aujourd'hui. Si vous ne savez pas du tout, c'est peut-être de les découvrir et de se dire, ben, il y en a que je connais plus ou moins, je vais aller discuter avec eux. Donc, pour aller discuter avec ces opérateurs, n'attendez pas leur séance d'info, même si vous avez vu qu'ils font des présentations à des experts. Est-ce que vous pourriez couper juste vos micros? C'est juste que on ne voit pas les différents dias, en fait. C'est toujours le premier dia. Du coup, quand vous changez, on n'arrive pas à suivre visuellement. D'accord, c'est bizarre. Merci. En tout cas, moi, je vois bien, Oli, donc, sachant que... Personnellement, je suis à la dia partir les démarches, avec quel programme, quel organisme. Okay. Donc, je pense que c'est la bonne. Oui, peut-être qu'il y a des lenteurs chez certains. Ça, c'est lié à vos connexions Internet dans ce cas-là. Je suis de fait sur la bonne dia alors que c'est Olivier qui partage. Oui, on les mettra en PowerPoint comme disait Nicolas. Donc pour ceux qui malheureusement ont des lenteurs et donc ne voient que la première dia, vous pourrez recharger le PowerPoint après et essayer de vous concentrer sur notre discours alors. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, je disais, les opérateurs qui sont présents aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à des présentations à des heures précises, mais en dehors de ça, vous pouvez les rejoindre et aller discuter avec eux. Donc, ils sont déjà présents dans toutes les salles qu'on a pu créer et pour lesquelles vous avez accès à partir du site web de l'événement. Et donc, vous pourriez déjà vous dire, mais moi, je sais avec qui je veux aller discuter, ou je ne sais pas, et c'est l'occasion, c'est une opportunité, justement, d'aller en discuter, même en dehors des présentations, selon les horaires qui vous sont communiqués. Vous allez pouvoir du coup comparer, dialoguer et vous faire conseiller par ces spécialistes. Alors tout ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Si jamais vous avez un problème de connexion, vous dites j'ai pas pu y aller, j'ai pas vu, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave parce que la plateforme va rester accessible et puis ces opérateurs, vous pouvez les recontacter, vous pouvez en discuter autour de vous parce que voilà, votre entourage à l'université, vos réseaux sont des sources d'informations également par rapport à vos projets. Donc voilà, ça ne se veut pas uniquement lié à une seule personne et vous pourrez les solliciter par la suite. Alors, c'est aussi préparer, dans certains cas, son retour, se dire je vais étudier à l'étranger, je vais acquérir des compétences peut-être liées à une formation précise à l'étranger et comment la valoriser par la suite en Belgique. Ben, ça peut faire partie des questions, tout comme le financement. Ben, ça, c'est l'objectif des thématiques aujourd'hui, c'est de trouver l'opérateur qui pourrait vous financer. Alors, si vous êtes présent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tous les opérateurs de la Terre ici même, ces superstructures d'aujourd'hui, elles ont leur propre réseau. Donc, vous pouvez leur demander, mais par rapport à mon projet, vous m'avez dit que vous ne pouviez le financer, est-ce que vous me conseillez un autre type d'opérateur? Voilà, donc
c'est des possibilités de réseauter et de saisir les opportunités. Dans tous les cas, on vous conseille, selon le projet, d'anticiper. Ça, c'est une règle, et encore plus aujourd'hui avec la situation sanitaire. Ça peut aller, selon les projets, de 2 ans d'anticipation à 2 mois ou quelques semaines, en fonction du type de projet, évidemment. Quand vous avez besoin de financement, quand vous devez vous inscrire dans des universités et autres, c'est clair que ça demande du temps, et ce n'est pas la veille que c'est possible. Obtenir un permis d'études ou un permis de travail, ça peut prendre du temps aussi, selon les cas. Donc voilà, plus vous y mettez tôt, mieux c'est la plupart du temps. Donc si tu parles, Olivier, on t'entend. Ouais. Trop. Nicolas le disait tout à l'heure, qui finance des projets. On n'a pas tous les opérateurs avec nous aujourd'hui, mais on en a quand même pas mal. Hein, et ça peut être intéressant de quand même, avec vous, passer en revue quelles sont les grandes sources de financement qui existent, parce que l'argent reste souvent le nerf de la guerre. Hein. Sans argent, en général, c'est difficile de partir. Alors, par rapport à ça, la première source de financement, c'est souvent les pouvoirs publics du pays d'origine. Donc, que vous soyez belge ou étranger, regardez d'abord vers vos structures de votre pays d'origine, les ministères de l'Éducation, par exemple. Voilà, par exemple, pour les Belges, évidemment, la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, c'est bien WBI le sens de leur existence. Hein, donc, c'est de pouvoir soutenir toute une série d'initiatives, et notamment pour étudier, faire des stages ou des immersions linguistiques à l'étranger. Donc, les pouvoirs publics du pays d'origine, qu'ils soient fédéraux, régionaux ou autres. Deuxième grand type de bailleurs de fonds, les pouvoirs publics européens. Hein, donc, il faut évidemment, vous connaissez les programmes Erasmus+. Alors, on connaît les programmes classiques, souvent Erasmus en cours d'études. Il faut savoir que les pouvoirs publics européens ont aussi développé d'autres compléments, notamment des possibilités de prêts avec taux d'intérêt très, très faible pour faire des masters complémentaires dans des universités prestigieuses. Et puis, il y a toute une série d'organisations européennes qui peuvent aussi vous proposer. Donc, il y a un portail, on vous le montrera tout à l'heure, un lien vers un portail des bourses et des financements qui existe, qui a été fait par l'Europe, vers lequel vous pouvez vous rediriger. Alors, les pays d'accueil pourraient aussi avoir un intérêt à accueillir des publics internationaux pour toute une série de raisons, et parfois avec des critères bien ciblés, évidemment. Et il faudra voir lesquels ils sont. Mais donc les gouvernements, il y a des bourses du gouvernement canadien, il y a des bourses du gouvernement mexicain, il y a des bourses du gouvernement hollandais qui existent, pour lesquelles vous pourriez peut-être aussi vous renseigner. Et parfois, il y a des institutions d'accueil, des universités, je veux dire, qui proposent aussi. Alors, il ne faut pas trop se faire d'illusions, hein, c'est pas la panacée, mais dans certains types de profils, et peut-être si vous avez un bon niveau d'excellence, on peut s'attendre à avoir aussi des bourses de certaines universités d'accueil. Enfin, il ne faut pas négliger aussi toute une série de fondations philanthropiques, et certaines sont avec nous ce soir. Je pense notamment à des choses comme Vocatio, par exemple. Alors aujourd'hui, le Rotary n'est pas là, mais en voilà une autre, par exemple, qui propose de soutenir des démarches à l'international. Et ce qui est noté là en bas de la dia est très important. Chacun a ses critères, ses délais. C'est vraiment à vous d'assez vite essayer de cibler quels seront les pourvoyeurs de fonds, les bailleurs de fonds qui seront les meilleurs pour vous, et puis de voir quels sont leurs critères et si vous pouvez rentrer dans ces critères. Parce que, évidemment, ces recherches de fonds deviennent vite chronophages et énergivores. Et donc, il faut prévoir du temps pour faire toutes ces recherches. C'est ça qui aussi justifie l'anticipation dont on parlait tout à l'heure. Alors, je veux bien que tu actives le dia. Alors, travailler son argumentaire, c'est évidemment essentiel, puisque vous allez vous retrouver, notamment en dehors des présentations de ces opérateurs, vous avez la possibilité d'aller leur parler. Alors, moi, là, j'ai vision sur les salles déjà ouvertes, où je vois notamment le forum qui demande aux gens qui arrivent « Ah, est-ce que vous avez des questions, etc. » C'est l'occasion de leur dire « Oui, je vais vous présenter mon projet. Voilà mon projet.
est-ce que vous avez la possibilité de le financer? Est-ce que vous êtes un opérateur qui peut financer ce type de projet? Et si oui, comment on procède? Donc, c'est vraiment de pouvoir énoncer des projets, parfois. Si pas, c'est peut-être de simplement les questionner par rapport à ce qu'ils proposent, évidemment. Mais si vous le savez, c'est l'occasion. Et en même temps, de peut-être faire de les convaincre en faisant du lien avec votre formation, se dire voilà ce que j'envisage à l'étranger. Et est-ce que vos projets, vos financements correspondent à mes objectifs? Est-ce qu'on pourrait s'entendre par rapport à ça? Donc ça, c'est vraiment important. On est un peu dans le système du pitch. Hein. C'est de pouvoir mettre en avant ses compétences, ses projets, pouvoir en parler de manière assez concrète mais courte pour voir si l'opérateur peut vous aider. L'opérateur, il est à convaincre d'une certaine façon. Dans certains cas, c'est un peu ouvert à tout le monde, mais malgré tout, c'est de voir si vous êtes bien au clair avec vos projets et si lui correspond à ce que vous envisagez. Et donc, comme vous le voyez sur la DIA ici, plus vous allez parler de vos engagements, de vos expériences, de ce qui vous tient à cœur et des compétences que vous avez envie de mettre au service de votre projet ou de faire évoluer, plus ça peut être parlant pour, évidemment, l'opérateur qui peut vous financer. Et puis, c'est de cibler, évidemment. Vous n'allez pas aller dans le monde entier, dire « je veux aller partout », c'est aller nulle part. Donc, c'est quand même de dire « j'ai des destinations, une destination clé, j'ai un lieu, une fonction, un projet très précis. Est-ce qu'on peut s'entendre par rapport à ça ?» Donc, c'est vraiment ça l'objectif, d'aller parler avec ces superstructures, entre guillemets, qui sont à convaincre parfois. Et on les convainc en général quand on sait où on va, la plupart du temps. Donc, pas de panique si vous ne savez pas encore trop. L'idée, c'est de glaner quand même de l'information et vous dites, bon, je ne sais pas encore, moi, comment dire les choses, mais ce n'est pas grave. Je vais aller quand même discuter avec eux, écouter ce qu'ils racontent. Et je vais travailler ça dans le temps. Tout ne doit pas se décider aujourd'hui parce que j'anticipe justement, je suis largement dans les temps et c'est l'occasion aussi de l'événement. Donc, Oli, je ne sais pas si... Ouais, les ressources. Okay. Je ne t'entends pas hein, pour le moment, pour info. Oui. Désolé, j'ai quelques petits soucis avec ma connexion, je pense. Alors, quelques ressources. Évidemment, aujourd'hui, dans les stands et les conférences, vous allez avoir énormément de possibilités. On voudrait aussi vous dire qu'au CIO, on est un service qui est ouvert toute l'année. Nicolas et moi, on peut vous y accueillir. On propose un centre documentaire où il y a un certain nombre de ressources. Sur notre site web, donc uclouvain.be/CIO, vous avez aussi un grand nombre d'informations qui peuvent vous faire gagner du temps. C'est ce qu'on appelle nos fiches conseils. On en a quand même un bon nombre, soit des fiches conseils sur des destinations, destinations Australie, Canada ou États-Unis, où on a déjà par le passé organisé des séances d'information et on a collecté l'information qu'on a pu récolter à travers ces séances d'information. Et puis on a des fiches de conseils aussi un peu plus méthodologiques, par exemple comment trouver un financement pour étudier à l'étranger ou comment préparer les tests de langue TOEFL ou IELTS ou ce genre de choses. Voilà, vous allez trouver ce genre d'informations sur notre site web. On a un espace doc physique au CIO. Donc le CIO, il est situé à côté des Chocolats Galères sur la Grand Place. C'est le meilleur point de repère qu'on peut donner. Et notamment, voilà, j'ai mis le Grants Register, qui est un gros répertoire de toutes sources de financement pour des études postgraduées ou de doctorat, par exemple à l'étranger, que vous pouvez venir consulter chez nous dans les heures d'ouverture. En général, on est ouvert entre 13 et 17 heures les après-midi. Alors, d'autres ressources dans les facultés et les écoles, vos professeurs sont des ressources aussi. N'hésitez pas à les activer, notamment la plupart des professeurs ont fait des séjours à l'international, ils ont du réseau, ils sont impliqués dans des réseaux internationaux et ils peuvent aussi parfois, si vous avez un chouette contact avec eux, être de bons conseils, soit par rapport à des institutions qu'ils vous recommanderaient, soit par rapport à des sources de financement, soit par rapport à des contacts dans des labos ou autres qu'ils pourraient avoir. Et puis vous avez a priori dans chaque faculté à l'UC Louvain un responsable mobilité qui gère davantage, on en convient, tout ce qui est échange Erasmus classique, mais qui pourrait être aussi justement un point d'ancrage pour d'autres types de mobilité. Alors, quelques sites web de référence, il y en a beaucoup. On n'a pas été exhaustif ici, mais on a peut-être choisi ceux qui avaient plutôt une vocation de portail.
et notamment, je vous en parlais tout à l'heure, le Scholarship Portal de l'Union européenne qui est assez exhaustif, et puis celui de Wallonie-Bruxelles International qui reprend pas mal de possibilités de financement, mais où EBI est là aujourd'hui, ils vous en parleront aussi de leur site certainement dans les ateliers qui auront lieu. Voilà, ça touche tout doucement à sa fin pour cette partie de présentation. Et Nico, on est nickel au niveau timing. Ouais. Juste quelques conseils pour les stands. Le S a été coupé, désolé, dans la présentation. Coupez le micro, donc sauf si vous souhaitez poser une question et vous voyez que c'est bien utile quand il y a des problèmes techniques. Utilisez la zone de conversation pour poser vos questions. En général, les présentateurs vont faire leur présentation aux heures prévues, et puis ils répondront aux questions en un bloc. Les conférences seront donc enregistrées et postées par la suite s'il y a 2 conférences qui vous intéressent. Et on vous donnera aussi la possibilité, et c'est important pour nous de pouvoir évaluer ce genre de forum, et notamment sur la formule virtuelle. Donc si vous avez l'occasion de prendre vraiment 30 secondes, c'est très rapide, on vous enverra un lien vers un Google Form pour en savoir un peu plus. Donc voilà, on espère qu'on a pu bien introduire le sujet, et Nico et moi, on reste dans la salle, en tout cas, où il y aura une permanence, en tout cas, soit Nico, soit moi, dans la salle, et comme il est 17h, ben, on vous laisse la possibilité d'aller assister à d'autres conférences. Voilà, merci à tous.